BFM Business présente Edwige Chevrillon, la grande interview. Bonsoir à tous, bienvenue dans la grande interview. On est ensemble, vous le savez, pendant une demi-heure. Notre invité ce soir, c'est Luc Chatel, ancien ministre de l'Éducation nationale et qui est président de la plateforme automobile. Bonsoir Luc Chatel. Bonsoir Edwige Chevrillon. Merci d'être avec nous. Beaucoup d'actualités. J'ai envie de dire, il y en a une sur laquelle qui nous retient notre attention particulièrement en ce moment. Évidemment, c'est la fin des moteurs thermiques 2035, pas 2035. Et puis ce bras de fer qu'il y a entre l'Allemagne, la France. Il y a ce sommet européen qui s'ouvre aujourd'hui. Emmanuel Macron y va. Il va rencontrer Olaf Scholz. Alors, la fin des modèles thermiques, des moteurs thermiques, ce n'est pas au menu officiel, mais on sait bien qu'on va en parler. Est-ce que vous pouvez nous dire quelle est votre position, Luc Chatel? J'ai posé cette question, on l'entendra tout à l'heure, à Carlos Tavares, le patron de Stellantis. J'ai aussi posé la question au numéro 2 de BMW. Vous, quelle est votre position? Je doute que ma position soit très éloignée de celle de Carlos Tavares. Ah, donc elle est assez violente. Qui est un de mes adhérents principaux. Non, notre position n'a pas changé depuis, j'allais dire, des années, puisque nous avions arrêté en juillet 2021 à l'Élysée, lors d'une réunion de tous les patrons de la filière automobile avec le président de la République, une position commune qui consistait à dire oui, la filière automobile, elle va être exemplaire en matière de transformation énergétique, écologique et autres. Donc elle a pris ce virage déjà, elle va accélérer. Simplement, donnez-nous le choix de la technologie. Et donc c'est ce qu'on appelle la fameuse neutralité technologique. En gros, les politiques font les lois, les règlements, les industriels les appliquent, les mettent en œuvre en utilisant la meilleure technologie possible. Et nous avions illustré ça par un accord, avec les Allemands d'ailleurs, puisque nous avions dit on va accélérer cette transformation, on va faire de l'électrique, mais on devrait aussi pouvoir faire, pour les Allemands qui étaient déjà attachés à ça, des e-fuels, donc le carburant synthétique, et les Français, nous étions attachés, nous, à l'hybride rechargeable. C'est la position que nous tenons depuis 2 ans. Okay, même donc, dans le contrat de filière 2018, on avait écrit noir sur blanc, neutralité technologique. Donc, il y a eu au mois de juillet une décision qui a consisté à dire on va vers une solution unique. Nous l'avons déploré. Et encore une fois, c'est pas une question. Nous avons pris le virage de l'électrique. Carlos Tavares, il a dû vous dire les investissements qu'il réalise sur tous ces modèles dans l'électrique pour être demain le premier dans l'électrique. Oui, donc c'est pas le sujet. On a pris ce virage. On a presque dépassé un point de non-retour. C'est-à-dire que les investissements. Mais c'est quoi? C'est les politiques français qui ont rien compris, qui savent pas comment marche une voiture, ou quoi? Parce que on voit bien. Alors c'est la politique allemande, c'est plus compliqué, la coalition. Donc chacun a ses difficultés. Mais là, au moins, les politiques, ils ont compris où était le problème. Non, d'abord, les politiques français, ils n'ont pas compris où était le problème et l'impact que ça a sur la filière. Non, d'abord, je crois qu'il faut bien séparer effectivement la position des industriels et la position des responsables politiques. Oui. Voilà. C'est vrai que nous avions une position commune, responsable politique industriel. Malheureusement, ça n'est plus le cas depuis juillet dernier, avec la décision qui a été prise de la fin des moteurs thermiques. Nous continuons, encore une fois, à considérer que prendre une solution unique, une solution politique, avec la batterie, c'est une erreur. C'est une erreur parce que, d'abord, on n'est pas, c'est pas si on y arrivera. Donc vous soutenez la position des Allemands. Donc les constructeurs français soutiennent les politiques allemands. C'est une position que nous avons défendue depuis le début, la diversité technologique. Donc je ne vous parle pas sur le fond de ce que représente l'e-fuel, si c'est bien, si c'est pas bien. Il y a des constructeurs qui vont trouver ça intéressant, il y a des équipementiers qui vont trouver ça intéressant, d'autres qui vont trouver ça moins intéressant. C'est pas le sujet. Le sujet, c'est qu'il y a une diversité dans la technologie pour arriver à un résultat. Voilà. Et nous pensons que c'est mieux, encore une fois, que les politiques décident des lois et que les industriels appliquent, choisissent des technologies. Ouais. Tiens, je vous propose d'écouter... Les solutions uniques, ça n'a jamais été très bon dans l'histoire. C'est évident, surtout pour des voitures. Je vous propose d'écouter quand même, parce que ça vaut le coup, Carlos Tavares. Je l'avais interrogé à l'occasion du Salon de l'Automobile. C'était le 17 octobre. On l'écoute, c'est toujours assez cash avec Carlos Tavares. Le Parlement européen, dès octobre 2018, a commencé à tracer la route du tapis rouge qui a été déroulé devant nos yeux. Donc l'Union européenne, elle a pris des décisions. Nous pensons qu'elles sont dogmatiques, qu'elles manquent de pragmatisme. Nous pensons qu'elles sont naïves et que l'approche stratégique n'a pas été à 360 degrés. Donc on ne s'est pas suffisamment préoccupé de la question énergétique. On ne s'est pas suffisamment préoccupé de la question du réseau
de recharge des véhicules électriques, mais on a pris immédiatement les constructeurs automobiles en otage parce que c'était facile. C'est facile de vous prendre en otage, c'est ça, Luc Châtel? Je vous ai dit qu'il y avait peu de chances que je sois éloigné des promoteurs de la presse, et là je souscris encore davantage. Non, Carlos a raison, si vous voulez, dogmatique, oui, solution unique, on pense qu'on va du jour au lendemain passer d'une technologie à une autre qui n'a rien à voir, et j'avais d'ailleurs eu l'occasion de dire sur votre antenne que c'était un sabordage industriel. Pourquoi? Parce qu'on maîtrise aujourd'hui l'ensemble de la chaîne de valeur, on fabrique en Europe les meilleurs moteurs thermiques au monde, et on nous parle à longueur de journée de souveraineté industrielle. Et là, qu'est-ce qu'on fait? On se fait harakiri. On abandonne, on nous demande d'abandonner ces technologies sur lesquelles on a un avantage de compétitivité concurrentielle. Et on nous choisit la technologie que nous ne maîtrisons pas et sur lesquelles les Chinois ont 10 ans d'avance. Bah oui. Et donc, mais c'est ce que disait Carlos Tavares aussi. On a déroulé le tapis rouge. Mais bien sûr, je vous donne un chiffre. Si on prend les voitures produites en Chine, elles n'ont jamais dépassé 1% de la part de marché européenne, de l'ensemble du marché, les 14 à 16 millions selon les années de véhicules qui sont vendus en Europe. Aujourd'hui, si vous regardez le segment des véhicules 100% électriques, ce qu'on appelle les BEV, eh bien la Chine, les voitures produites en Chine, c'est 20% de ce segment. Voilà. Donc avec cette décision, on fait un tapis rouge à des gens qui depuis 10 ans travaillent sur ce segment, qui produisent des batteries en Chine, qui produisent, qui ont accès au raffinage du minerai, bref, qui maîtrisent plusieurs pans de la chaîne de valeur. Et donc, nous, on abandonne nos technologies, on choisit la leur. Voilà. C'est ça la décision qui a été prise au mois de fin. Donc, à chaque fois que vous pouvez ouvrir une brèche, vous pouvez remettre de la diversité de technologies, faire confiance aux ingénieurs. Écoutez, qui va nous sortir de ce sujet? Oui, alors ce qu'on peut dire, c'est souvent les ingénieurs. Là, on ne peut pas dire que les problèmes du changement climatique soient forcément leur priorité. Sauf que, je vais vous dire, je crois plus pour résoudre les problèmes du climat aux ingénieurs qu'aux débatteurs sur des plateaux de télévision. Oui. Voilà. Parce que regardez ce qui s'est passé d'ailleurs depuis 25 ans. Nous avons divisé par deux les émissions de CO2 de nos véhicules. Nous avons divisé par 10 les émissions de particules. Nous avons divisé par 3 les émissions de NOx, d'oxyde d'azote. Donc, il faut savoir que, au-delà de l'électrique, aujourd'hui, il y a en magasin, dans les concessions, des technologies qui sont un début de solution au problème. Parce que le problème, c'est aussi le parc. C'est-à-dire qu'on vend 1 300 000 véhicules par an en ce moment. Voilà, on peut le regretter, mais le marché, il n'a pas rebondi par rapport à 2019. Bon. Mais on a 40 millions de véhicules en France. Et le sujet, c'est que comme on achète moins de voitures, et que les Français ont toujours besoin de leur voiture, puisque je rappelle quand même un détail, c'est que 87% des Français ont besoin de leur voiture tous les jours, hein, donc l'histoire du car bashing, ça c'est un truc pour les arrondissements de Paris. Mais moi je peux vous dire que dans mon département familial, natal, on a besoin de sa voiture pour aller pour aller travailler, pour aller chez le médecin, pour aller faire ses courses. Bon, 87%. Donc on a oublié ça, on a oublié qu'il y avait un besoin considérable de la part des consommateurs. Alors là, je disais, l'actualité, c'est qu'il y a ce sommet européen. Hier, il y avait une réunion à Bercy. Qu'est-ce que le message, en tant que, justement, vous représentez toute la filière, quel message vous avez fait passer, Luc Châtel? Est-ce qu'on vous a écouté? Est-ce que Bruno Le Maire a fait remonter? Enfin, qu'est-ce que dit là? Qu'est-ce qu'il va dire Emmanuel Macron à Olaf Scholz? Alors, je ne suis pas le porte-parole d'Emmanuel Macron. J'ai, dans une autre vie, il m'arrive d'être porte-parole, mais je ne suis pas le porte-parole du président de la République. Donc, je ne sais pas ce qu'il va dire au chancelier allemand. Non, mais les messages que vous avez fait, passer. Nous, les messages que nous avons passés sont cohérents avec ce que vient de dire Carlos Tavares, avec ce que nous disons depuis plusieurs mois. Mais on vous a dit c'est n'importe quoi, c'est pas la position de la France? Non, on n'a pas dit c'est n'importe quoi. Nous, ce que nous disons d'abord, écoutez, laissez-nous le choix de la technologie, c'est mieux, voilà. Deuxièmement, on dit que nous avons pris ce virage et des investissements considérables sont en cours. Je regardais, pour préparer notre émission, je regardais l'ensemble des investissements qui ont été décidés, qui sont actuellement en route ou qui ont été annoncés au dernier mondial de l'automobile. En gros, entre la localisation de la i308, la i3008, la future Renault 5, Renault 4, la future Micra, la future Opel Mokka, tout ça, à horizon 2028, ça fait pas loin d'1 700 000 véhicules électriques en France.
Donc le virage, il a été pris par les constructeurs. Ah oui, donc on joue le jeu. Simplement, ce qu'on dit au même gouvernement, plutôt, et c'était mon message auprès des ministres mardi, c'est attendez, les voitures, on va les avoir. La vraie question, c'est est-ce qu'on aura les acheteurs ? Est-ce qu'on aura les bornes de recharge ? Est-ce qu'on aura une électricité abordable ? Parce que, là encore, Carlos Tavares a raison, on n'a pas fait de bilan 360 et donc d'avoir un impact. Regardez, quand on a eu l'explosion des prix de l'énergie là, il y a quelques semaines, eh bien, ça s'en ressent immédiatement, l'inquiétude sur les achats de véhicules électriques. Oui, et les achats de véhicules électriques, on a considérablement progressé pendant 2 ans, 3 ans. On a quand même multiplié par 10 la part de marché des véhicules électriques en 5 ans. Bon. Mais depuis, on voit un certain tassement. Voilà. C'est 15% aujourd'hui, à peu près. Voilà, c'est 12% l'électrique est totalement électrique et 20% avec les hybrides rechargeables. Donc 20% du marché, c'était 2% en 2018. Donc on a multiplié par 10. Simplement, aujourd'hui, pourquoi vous avez un tassement ? Vous avez un tassement pour des raisons économiques, hein, la consommation chute partout, et acheter une voiture, si vous voulez, c'est pas sauf à quelques rares cas, ça peut se reporter dans le temps, ça peut se décaler. Donc on a ce premier phénomène. Deuxième phénomène, les voitures électriques sont plus chères que les véhicules thermiques. Et on a toujours dit, elles sont beaucoup plus chères, 40 à 50% plus chères. Et donc le temps qu'on rattrape cet écart entre le thermique et l'électrique, il va se passer 3 ans, 4 ans, 5 ans. Et puis enfin, troisième élément qui fait que les consommateurs hésitent, et donc qu'il y a une incertitude qui décale l'acte d'achat, c'est le fait que les consommateurs ne savent pas quoi acheter. Parce qu'aujourd'hui... si vous n'avez pas envie d'acheter chinois, c'est compliqué. Non, évidemment, il y a Renault. Non, mais vous pouvez acheter, bien sûr, acheter Renault, mais le sujet, c'est quelle technologie. C'est-à-dire, oui, j'ai envie d'acheter électrique, mais ça coûte 50% plus cher. Et puis, il y a les sujets de bornes de recharge. On est 81 000 bornes de recharge dans le domaine public, alors qu'on devait être à 100 000 depuis 2 ans. Donc, qu'est-ce qu'on va faire si on a besoin de se recharger ? Vous avez des tas de questions qui se posent, qui fait que le consommateur est un peu perdu et donc décale son achat dans le temps. Voilà. Donc ça implique l'incertitude aujourd'hui, qui fait qu'on a un marché anormalement bas par rapport au niveau qu'on a connu avant le Covid. Mais donc vous voyez comment l'issue de ce bras de fer qui a été déclenché, là vous avez raison, un peu au dernier moment. Tiens, du reste, pour se le remémorer, on va écouter Nicolas Peter, le numéro 2 de BMW que je recevais il y a quelques jours. Pour eux, c'est clair. Et encore, j'ai envie de dire, Porsche, Volkswagen, ils sont encore plus clairs que BMW. On l'écoute. Est-ce que 2035, de notre point de vue, a beaucoup de sens ? Non. Pourquoi ? Parce que d'un côté, on est le constructeur en Europe qui a probablement le plus baissé en 2022 les émissions de ces moteurs thermiques. Il n'y a pas qu'une solution, il y a plusieurs solutions et il faut jouer, il faut travailler sur toutes les solutions pour atteindre l'objectif. Nicolas Peter, donc le numéro 2 de BMW. Donc on voit bien, c'est toujours un peu le même discours. Il y a plusieurs solutions, mais visiblement, les Français ne l'entendaient pas de cette oreille, les politiques français. Comment est-ce que vous voyez la suite ? La suite, c'est une discussion politique. Donc, par définition, elle nous échappe. Donc, on voit bien qu'il y a des différends entre l'Allemagne et la France. Les cris d'orfèvre poussés par la présidente de la Commission européenne. Je ne suis pas sûr que l'automobile soit le seul sujet de grands différends, malheureusement, il y a le nucléaire. Entre l'Allemagne et la France. Il y a le nucléaire aussi, vous avez raison. Voilà, donc la question, c'est est-ce qu'à la fin, il y a un accord global sur le nucléaire, sur le ban de l'interdiction des véhicules thermiques en 2035. On a un autre sujet absolument très important pour la filière, c'est ce qu'on appelle Euro 7, la nouvelle norme qui est en cours de discussion avec des propositions qui sont hallucinantes. Je résume. En gros, on vous demande d'investir des milliards d'euros dans une technologie qu'on vous interdit à partir de 2035. J'ai quand même rarement vu ça. Oui, c'est ça, parce qu'il y a 2 épées de Damoclès sur votre secteur. Vous avez raison de le rappeler, mais on va peut-être le rappeler à nos auditeurs et téléspectateurs. Luc Châtel, c'est cette norme Euro 7, et puis effectivement cette décision, aujourd'hui un peu en pointillé, sur la fin du modèle thermique en 2035. Mais c'est complètement contradictoire de vous demander de faire cette norme Euro 7. Et c'est pour ça que la France défend la position, et là le gouvernement nous soutient totalement. Il l'a encore dit mardi, et j'ai encore évoqué ce sujet avec Bruno Le Maire. La France défend cette position qui est de dire l'Euro 7, c'est absurde. C'est absurde de nous demander d'investir dans une technologie qu'on nous demande, qu'on nous interdit. Voilà. Et alors ? La discussion au niveau
politique va intervenir au niveau européen. Vous savez, le temps des règlements, c'est très long. Il y a 18 mois de discussion, il y a des allers-retours, il y a des positions de compromis à la fin. On va voir ce qui va sortir. Ce qui est sûr, c'est que nous défendons une position ferme qui est de dire, alors Euro 7, il y a plusieurs sujets. Il y a les émissions, où nous sommes totalement opposés à une évolution parce qu'on on préfère, si vous voulez, les milliards qu'on doit investir. Oui, autant les mettre tout de suite dans l'électrique. Eh bien, on veut les mettre exactement sur la technologie qu'on nous demande de faire émerger à la fin. Ouais. Donc vous voyez pas, l'issue paraît quand même un petit peu compliquée. Ce qu'on peut dire, c'est que les constructeurs automobiles. Alors je parle de l'Allemagne, mais derrière l'Allemagne, il y a l'Italie, il y a donc Fiat aussi, Stellantis, il y a la Bulgarie, il y a d'autres pays. Il n'y a pas que. Oui, c'est vrai que ces pays se sont réunis. Je l'ai dit au ministre, donc je peux le dire ici. On aurait préféré que la France soit présente dans les réunions où il y a eu des débats à 7 ou 8 ministres. Oui, par exemple, la politique de la chaise vide à Strasbourg, lors de ces discussions. Je pense que la politique, ça c'est très personnel. Et on vous a fait quoi comme réponse? Je pense que j'ai pas eu de réponse. La politique de la chaise vide n'est jamais la meilleure. Et c'est pas nouveau, c'est depuis le temps du général de Gaulle. La politique de la chaise vide, c'est sûr que ça marche pas tellement. Alors, ça, c'est la filière automobile. Ce qu'on peut dire quand même de positif, c'est que le secteur de l'automobile, on l'a vu avec les derniers chiffres de février, se porte mieux, même beaucoup mieux. Comment est-ce que mars, vous pouvez nous dire un peu comment ça se termine? Alors, je n'irai pas à dire jusqu'à beaucoup mieux, parce qu'on regarde par rapport à l'année dernière. Quand même. Mais on ne regarde pas par rapport à 2019, qui est l'année de référence. Oui. C'est-à-dire que nous, on est toujours à moins 22, moins 25, selon les segments de ce qui s'est passé en 2019. Donc, on n'a pas rattrapé le niveau d'activité, qui se traduit d'ailleurs par la production. On produit en France, on a produit l'année dernière 1 380 000 véhicules. Alors qu'avant le Covid, on était à 1,7 million, 1,8 million. Je rappelle que la France, dans les années 90, au début des années 90, produisait 3 900 000 véhicules. Donc, vous savez, là où il y avait, quand on produisait 50 millions de véhicules dans le monde, on en produisait 3,5 millions, 4 millions. Donc, on en représentait, on va dire, 8%. Aujourd'hui, nous représentons 1,5% de la production mondiale. Donc, la France, sur le plan de la part de marché de la production mondiale de véhicules, sa part de marché a rétréci. Pourquoi elle a rétréci? Parce que d'abord, il y a eu l'émergence de nouveaux continents. La Chine produisait 2 millions de véhicules en l'an 2000, elle est à plus de 20 millions. Il y a de nouveaux continents. Ensuite, les constructeurs se sont internationalisés. Et donc ça, c'est... Et puis alors ensuite, il y a la question de la compétitivité. Et ça, nous le disons au gouvernement, nous l'avons dit encore mardi. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, nous avons des écarts, il faut le dire, même si le gouvernement, et c'est à saluer, a fait des efforts importants sur les impôts de production, vous en avez beaucoup parlé, à juste titre. Il y a encore, d'abord, tous les pays font des efforts. Et il y a encore, si vous voulez, on estime, même, je ne parle pas du Maroc ou de la Chine, je vous parle de l'Espagne, par exemple. Vous avez des écarts qui sont de 300 à 600 euros de prix de revient par véhicule. Alors ça ne dit pas forcément grand-chose à nos téléspectateurs, mais c'est considérable par rapport à la marge d'un véhicule de petite cylindrée, type segment A ou segment B. Donc ça veut dire qu'aujourd'hui encore, pour un constructeur automobile, c'est plus intéressant de produire en Espagne qu'en France. Donc ça, nous le disons au gouvernement. Et nous lui faisons des propositions en lui disant, vous nous demandez ce virage historique vers l'électrique. Il est entamé. Nous allons réussir. Voilà. Nous avons les voitures en magasin. Ensuite, mettons-nous d'accord pour qu'on arrive à les vendre et qu'elles soient à un prix accessible et autres. Mais on va le faire. Simplement, si vous voulez que ce soit en France, eh bien, il faut qu'on travaille sur cette réduction. Mais il faut quoi? Parce que travailler, il faut dépoter aussi un peu, vous voyez. C'est bien les réunions, mais à un moment, il faut faire comme les Américains avec leur IRA. Il faut prendre une décision et puis que ça soit très efficace. Ce que nous proposons, c'est, par exemple, on avait appelé ça des zones franches Green Deal. C'est-à-dire de considérer que l'Union européenne nous demande une mutation historique. On est la première industrie qui va effectuer ce virage. C'est l'humanité qui demande presque plus que l'Union européenne. Mais... Oui, et nous, on est tout à fait d'accord sur le fait que l'automobile soit exemplaire et qu'on en fasse un avantage, qu'on transforme la gifle en caresse, comme on dit. C'est-à-dire qu'on en fasse un avantage concurrentiel vis-à-vis des autres grandes régions du monde. On est d'accord là-dessus. Simplement, ça se fait pas sans heurts. J'étais avec les entreprises de la mécanique il y a quelques jours. Voilà. Eh bien, dans les entreprises, les entreprises de la mécanique qui travaillent pour l'automobile, il y a 50%, je dis bien 50% de leur activité qui va disparaître. 50%.
Voilà, c'est pas rien. Donc ça va dire 30-35 000 emplois impactés. Donc je veux dire, ça va pas se faire comme une lettre à la poste. On a besoin d'amortisseurs. On a besoin de réduction d'écart de compétitivité, puis on a besoin de temps pour s'adapter. Vous, puisque vous êtes présent de cette plateforme automobile, toute la filière automobile, est-ce que vous voyez des grands groupes, des plus petits groupes, des ETI, des PME, qui décalent leur investissement en France? Alors évidemment, on va prendre l'exemple de Volkswagen qui a dit « J'investis au Canada 8 milliards d'euros ». Je vais voir. Pour l'instant, j'arrête mes investissements en Europe. Et puis, on sait qu'il y a des entreprises aussi en France qui font un peu qui sont un peu sur la même ligne. Est-ce que vous avez des remontées comme ça? Non, nous avons des entreprises qui font leur travail, c'est-à-dire que pour chaque nouvel... Oui, mais on peut faire son travail aux États-Unis très bien. Justement, pour chaque nouvel investissement, ils se posent la question, ils regardent le compte d'exploitation, ils regardent finalement, est-ce que j'ai intérêt à construire mon usine en France, ou est-ce que j'ai intérêt, où j'ai 10% de subventions européennes, ou est-ce que j'ai intérêt à le faire en Europe centrale, où j'ai 30, 40 ou 50% de subventions européennes. Voilà, c'est ça la question qui se pose. À chaque fois, pour chaque investissement. Voilà. Alors à côté de ça, on a déjà des investissements qui ont été décidés en France pour la filière. Je vous parlais des constructeurs tout à l'heure, mais si vous regardez des entreprises comme Valeo sur les moteurs électriques, comme Plastic Omnium sur les réservoirs hydrogène, Symbio avec Forvia et Michelin sur l'hydrogène, si vous regardez l'extraction de lithium, si vous regardez l'électronique de puissance, les moteurs électriques, vous avez aujourd'hui des investissements qui sont en train d'être engagés, qui sont historiques pour la filière automobile. Voilà. Simplement, si on veut capter toute cette création de valeur et ce nouveau monde automobile, il faut qu'on soit extrêmement vigilant sur ces écarts de compétitivité. Et ça, on le dit tous les jours au gouvernement. Un mot, il nous reste 2 minutes, Luc Châtel, juste sur les concessionnaires. On voit bien, on a vu Stellantis qui a annoncé un regroupement de tous ces concessionnaires, c'est-à-dire que quand on ira chez un concessionnaire Stellantis, il y aura des Opel, des Peugeot, des Citroën, voire des Fiat. On a vu que BMW faisait des agents de concessionnaires, non plus des concessionnaires. Bref, c'est un métier complètement en mutation. Bien sûr, la distribution... Ça va être quoi demain? Et vous avez 48 secondes. La distribution est en pleine mutation. D'abord, elle va avoir la conséquence du choix de l'électrique, alors avec un peu un effet retard, puisque les véhicules électriques, ils seront dans les concessions et à entretenir un peu plus tard que nous les vendrons. Mais donc, c'est une première mutation. La deuxième mutation, elle est liée à l'évolution de la société, comme dans beaucoup d'autres secteurs, il y a des mutations. Regardez le secteur bancaire, il y a des mutations dans l'organisation de la distribution. Oui, mais... Et puis la vente en ligne. Donc il y aura de moins en moins de concessionnaires en France. Et donc oui, il y a une mutation qui est engagée. C'est des suppressions de combien? C'est un peu comme les agences bancaires. Alors ça, j'ai pas encore l'impact. C'est Mobiliance, le syndicat qui gère toute la distribution et les services, mais ils travaillent beaucoup, et on travaille étroitement, sur l'anticipation de cette mutation, avec un peu un effet retard par rapport à l'industrie. Voilà. Ouais. Vous restez quand même confiant pour cette année 2023? Mais on est toujours, on regarde devant, nous. Ouais. Ce qui nous importe, c'est de regarder l'avenir. Et je reviens quand même, cette décision, vous ne voyez pas d'échéance? Non. Ou est-ce que vous dites qu'il faut absolument qu'on sache... il nous faut de la clarté, parce que c'est rien de pire que l'incertitude dans l'industrie. Donc il nous faut des décisions. Je doute que ce soit l'objet du Conseil européen d'aujourd'hui et demain. Voilà, ce sera Ils vont en parler. L'objet d'échanges, mais pas de décision, je serais très surpris. Et quoi, dans 3 mois, il faut que vous ayez une réponse? Il faut que dans les semaines qui viennent, on ait des réponses, qu'on y voit clair, et qu'on sache où on va. Sacré dossier. Merci Luc Châtel d'avoir été avec nous expliquer les enjeux, président de la plateforme automobile. Voilà, c'est la fin de la grande interview. Vous pouvez le retrouver bien sûr sur le site de BFM Business, en replay ou sur le podcast. Le QR code va s'afficher. Et tout de suite, comme tous les soirs, Tech & Co. François Sorel, bonne soirée.